Bienvenue dans Moment Mode. On est enfin rendu à la saison 2. On attendait ce moment avec impatience. Donc, venez plonger avec nous dans l'univers de la mode puis en découvrir un peu plus sur tous ces aspects. Installez-vous confortablement, préparez-vous à aller courir ou à faire votre petite marche de la journée. C'est l'heure de votre moment mode, votre moment à vous. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée de recevoir une invitée marquante du paysage de la mode québécoise, Lolita Dandois. Elle est journaliste, chroniqueuse, blogueuse et créatrice de contenu. Elle œuvre dans l'industrie depuis près de 20 ans maintenant. Vous l'avez peut-être déjà connue à travers ses années en rédaction, notamment comme rédactrice mode pour Clin d'œil ou encore grâce à son blog Fashion is Everywhere, ce qui a marqué en fait le web par son regard accessible, personnel et aussi bien sûr passionnée par la mode. Au fil des années, Lolita a multiplié les collaborations, tant dans les médias traditionnels qu'auprès d'événements et de marques d'ici. Elle est aujourd'hui conférencière, créatrice de contenu, encore une fois, et elle a été co-animatrice aussi de l'émission Tout le monde s'habille, qui met en lumière la mode sous un angle social, humain et inclusif. Mais au-delà de ça, de sa carrière impressionnante, si j'avais envie de l'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'elle incarne vraiment une vision plus consciente de la mode. Elle valorise la seconde main, la consommation responsable, les créateurs locaux et s'implique auprès d'organismes comme le Chaînon, où elle contribue à promouvoir la circularité et l'accessibilité vestimentaire. En bref, c'est une femme passionnée, engagée, influente et surtout qui amène vraiment le côté humain et je pense que dans ce monde aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Donc, je suis vraiment heureuse de plonger avec elle dans son parcours, dans les tendances à venir, dans sa vision de la mode au Québec et d'apprendre à connaître ce qui anime son travail depuis toutes ces années. Alors, bienvenue à toi, Lolita. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente d'être ici. Puis merci pour ta description. Ça fait plaisir quand même d'entendre ça. Mais ça fait plaisir. Honnêtement, quand j'ai reçu ton courriel de « Oui, je suis partante de venir », j'étais tellement excitée. J'ai écrit à Timon, puis j'étais comme « Oh my God, ça va être fou! » Donc, merci beaucoup. J'espère que je vais être à la hauteur. C'est sûr. On a une petite tradition ici au podcast, donc, de commencer le podcast avec la description de notre look du jour. Donc, est-ce que tu aimerais commencer? Ben oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je porte... Je dirais que la pièce principale de mon look, c'est mon petit pull, qui est un petit pull vintage, tout brodé. J'ai l'impression que d'influence slave ou quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé au Chaînon parce que je magasine quand même beaucoup au Chaînon. Tu sais, je suis l'ambassadrice des magasins, mais je suis aussi une grande cliente du Chaînon. Donc, c'est ce que je porte. Mon col roulé, c'est un col roulé que, my God, j'ai depuis très, très longtemps, mais que j'ai aussi acheté seconde main, probablement à l'Armée du Salut ou chez Renaissance. Et puis, finalement, ma jupe, je l'ai achetée dans une vente de scout cet été. Tu sais, souvent, je regarde sur Facebook pour des événements, tu sais, puis c'est sûr que les trucs de seconde main apparaissent toujours dans mon algorithme. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une vente dans une église sur Côte-des-Neiges pour le bénéfice de la Société des scouts ou l'Association des scouts. Puis j'étais avec mon fils, puis ça disait qu'il y avait des jouets, il y avait des vêtements, il y avait toutes sortes de choses. Je me suis dit, on y va. Lui, il va pouvoir se choisir un jouet. Puis moi, je vais aller faire un petit tour du côté des vêtements. Puis j'ai trouvé 2 paires de bottes absolument exceptionnelles, neuves, et cette petite jupe en laine que j'aime beaucoup. Donc, sauf à part mes collants, tout ce que je porte aujourd'hui, c'est seconde main. Donc, c'est souvent le cas. Mais comme tu le disais, c'est quand même quelque chose que je mets beaucoup de l'avant. Puis j'essaye de, comment on dit, walk the talk. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est important, je pense, de respecter, tu sais, de montrer qu'on a certaines valeurs, mais de les faire aussi, parce que c'est facile de dire et de laisser aller un peu. Donc, mais très beau look. Merci. Très beau. Puis pour ma part, j'ai des jeans un peu baggy qui viennent du Renaissance. Ma ceinture aussi en cuir brune pâle Renaissance. J'ai un petit cardigan gris en laine que j'ai acheté quand j'étais à Paris. C'était une marque qui venait quasiment d'ouvrir mère-fille. Fait que j'ai bien aimé cette petite
petite entreprise qui s'appelle Suzel Paris. Et les bijoux, j'en ai de friperie, j'ai des cadeaux, un peu un mélange de plein de petites choses. C'est très joli. T'as dit un cardigan, là, ma blouse cardigan. Blouse, chemisier. Ouais, je trouve ça vraiment très beau, ça te va bien. Merci. Alors, on débute avec nos petites questions. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivée à travailler dans le milieu de la mode? OK, je vais reculer loin derrière. Peut-être que je devrais commencer par dire que j'ai 45 ans, parce que je trouve que ça nous permet de nous situer un peu là, quand on dit que ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie. Puis, je te dirais que ça a toujours été très clair pour moi ce que je voulais faire. Puis, ça n'a jamais changé. Fait que je suis vraiment chanceuse. Je devais avoir à peu près 13 ans quand j'ai décidé que je voulais devenir journaliste mode. Wow. Puis, la raison pour laquelle c'est ce que je voulais faire, c'est que mon idole, c'était Jeannie Becker. Jeannie Becker, on la connaît moins aujourd'hui dans la génération plus jeune. Quoique, elle est dans Project Runway Canada. Okay. C'est une des juges. Donc, pour ceux qui la connaissaient moins, on la revoit. Mais à l'époque, elle animait une émission qui s'appelait Fashion Television. C'était la première émission de mode qui était internationale. Donc, c'était une émission canadienne, mais qui passait partout dans le monde. Et Jeannie, elle allait à Paris, à New York, à Milan, etc., pour couvrir les défilés de mode. Puis, tu sais, il faut savoir que dans les années 90, fin 80, il n'y avait pas d'Internet, il y avait encore moins de médias sociaux. Donc, c'est vraiment la façon de pouvoir aller backstage, de pouvoir... Moi, j'étais tellement fascinée par le fait qu'elle allait à la rencontre des créateurs. Puis Jeannie, elle avait une approche vraiment différente de beaucoup de journalistes. Donc, ce qui faisait que les créateurs, les designers, étaient très à l'aise avec elle. Donc, je trouvais toujours qu'elle avait des entrevues que les autres n'avaient pas, dont avec Alexander McQueen, qui était quand même réputé pour pas être le plus facile en entrevue, mais il l'aimait vraiment. Même chose pour Karl Lagerfeld. Donc, tu sais, je regardais ça, puis bon, au-delà d'aimer les vêtements, le côté de création, tout ça, j'aimais le fait qu'elle fasse briller ça, qu'elle fasse des interviews, comment elle était à l'aise. Donc, j'écoutais Fashion Television toutes les semaines, parce qu'à l'époque, on écoutait la télé au moment où ça passait, l'émission. Mais même moi, quand j'étais jeune, c'était encore à ce moment-là. Oui. Puis aussi, je regardais toutes les reprises. Des fois, je les enregistrais. En tout cas, c'était vraiment ma passion. Donc, j'étais au secondaire, puis j'avais déjà décidé que c'est ce que je voulais faire. Donc, quand je suis arrivée en secondaire 5, ou peut-être 4, là, je ne sais plus exactement, j'avais déjà commencé à regarder où est-ce que j'allais étudier pour la suite. Je savais que j'allais aller en commercialisation de la mode. Puis, c'était une situation assez pas drôle, mais le Collège La Salle était à 10 minutes de chez moi. Puis, le Cégep Marie-Victorin était à 1h15 en métro. Mais, il y en a un qui était public, puis l'autre qui était privé. Donc, je suis allée au Cégep Marie-Victorin. Je suis très heureuse d'être allée là. Ça a été des années vraiment qui ont confirmé, en fait, que c'est ce que je voulais faire, là. Puis aujourd'hui, par contre, tu sais, j'ai autant de liens avec le Cégep Marie-Victorin que j'ai vraiment gardé très fort aujourd'hui, mais aussi avec le Collège La Salle parce que j'enseigne là-bas. Okay. Donc, en tout cas, tout pour dire que c'est comme ça que mon parcours a commencé. Quand j'ai terminé commercialisation de la mode, je me suis dit, si je veux devenir vraiment une journaliste puis pouvoir dire que je suis journaliste, je peux pas juste avoir ça comme formation. Il faut que j'étudie en journalisme aussi. Puis ce que je voulais, c'est m'assurer que personne me dise non, tu peux pas faire ça. Donc, j'ai décidé de faire un bac en journalisme. Et puis, moi, je suis moitié péruvienne, moitié belge. Je suis née au Pérou. J'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure de mon arrivée aussi ici parce que 100%. Ça participe beaucoup à ma vision de la mode. Là. C'est une grande partie, ou en tout cas la cause. Puis, j'avais envie de voyager, de profiter pour aller dans la famille de mon papa. Donc, j'ai fait mes études en Belgique à l'Université catholique de Louvain, qui est une université en Belgique. J'ai fait journalisme là-bas. Puis, mais je savais toujours que je voulais revenir.
Et donc, je suis revenue ici, je suis partie en 2001, je suis revenue ici fin 2005. Et puis, je voulais travailler tout de suite, mais c'était pas aussi simple que ça. Donc, j'ai commencé à faire... en fait, j'ai eu la chance d'avoir une chronique au Journal Voir, qui était... un journal gratuit à l'époque, mais un journal qui était vraiment très populaire, culturel. Puis, il y avait une section qui s'appelait « Voir la vie », qui était la section lifestyle, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une chronique qui était la chronique mode beauté. Et je dis chance parce que même si c'était une chronique par semaine qui me rapportait 125 $, puis c'est tout ce que j'avais là en journalisme, comme j'avais 4 sujets par semaine, j'étais obligée de connaître les gens dans l'industrie. Puis, tu sais, à l'époque, les choses se faisaient de manière traditionnelle, dans le sens, tu reçois un communiqué de presse, tu décides si tu veux en parler ou non. Bon, des fois, on t'envoie des produits, tu décides si tu veux en parler ou non. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus monétisé, cette situation-là. Là. Puis c'est pas juste... je veux dire, c'est pas genre le journaliste qui est rémunéré. Tu sais, à ce moment-là, c'est plus des créateurs de contenu. Mais il y a aussi des partenariats commerciaux avec des magazines, des choses comme ça. Donc, à l'époque, c'est ça. Donc, je devais rencontrer tout le monde. Puis, je l'ai vite fait. Puis, vite commencé à être invitée dans des événements, puis être très présente dans ce qui se passait dans l'industrie. Puis moi, je suis quelqu'un de très social, là. Je l'ai toujours été. Bon, peut-être qu'à cette époque-là, j'étais un peu plus gênée qu'aujourd'hui. Mais quand même, tu sais, j'ai jamais eu peur d'aller vers les gens. Puis je voulais vraiment, tu sais, rencontrer les gens, connaître ceux qui travaillent dans l'industrie. Puis parmi ces gens-là que j'avais rencontrés, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Virginie Vincent, qui était à l'époque chez Procter & Gamble, puis elle a été chez Chanel après. Et on s'est bien entendu, tu sais, comme avec plein d'autres gens. Puis elle était allée présenter des produits, des collections à venir au Clin d'œil et aux Filles Clin d'œil. Puis la rédactrice en chef du Filles Clin d'œil, qui est donc un peu... la version ado du Clin d'œil qui n'existe plus aujourd'hui, lui a dit qu'elle cherchait une rédactrice en chef mode. Et Virginie lui a parlé de moi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue. Fait que ça, c'était génial. Tu sais, je sais pas si je l'aurais su autrement. Donc, j'ai appliqué. Puis, j'ai eu le poste. Wow. Donc, tu sais, c'était quand même... C'était quand même très rapide. Tu sais, ça faisait 1 an à peu près que j'étais revenue, que je travaillais, comme je te dis, à faire une chronique par semaine. Fait que le reste du temps, j'étais hôtesse ma job à temps plein, c'était hôtesse dans un restaurant. C'est moi en ce moment. C'est oui, vraiment, bon. Oui. Bon, c'est... Il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, il y a de la lumière. Puis il faut faire ça pendant un petit temps. Mais je pense encore, là, je fais partie des gens qui pensent que la passion t'emmène loin. Puis si tu travailles fort, tu vas te rendre où tu veux aller. Même plus que les contacts. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Puis c'est ça, donc je travaillais au Centre Bell. OK. Et j'étais hôtesse dans le restaurant comme haut de gamme. Donc c'est ça, fait que j'ai fait l'entrevue, j'ai eu la job, j'ai travaillé là pendant un peu plus d'1 an, je me rappelle pas exactement. Puis malheureusement, le magazine a fermé. Parce que on sentait le web s'en venir. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles avec tout ce qui apparaissait sur le web, l'accessibilité. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'avaient pas envie de se faire dire, tu sais, toi, tu lis ça, c'est ça le magazine pour toi. Puis, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose dernièrement sur les réseaux sociaux là-dessus, ça m'a fait beaucoup réfléchir, comme quoi, avec le fait que le Teen Vogue a comme été absorbé par Condé Nast, ils ont comme enlevé certains des directeurs de contenu et tout ça, alors que c'était un magazine qui est très allumé, là, puis qui parle de l'actualité de manière différente que d'autres magazines. Je lisais cet article-là qui disait qu'il y avait un espace manquant pour les jeunes qui sont trop vite envoyés dans le même, comment dire, qui sont tout de suite renvoyés vers le même contenu que les adultes, puis que peut-être qu'il y a un espace qui devrait exister pour elles. Puis évidemment... C'est vrai. Ouais. Parce que quand j'étais jeune, maintenant, on avait le magazine Cool. Moi, c'est lui qui me vient à l'esprit. Puis juste le fait aussi que tout soit maintenant sur les plateformes d'Internet, je trouve que ça manque ce petit cachet-là d'aller chercher ton magazine puis d'avoir
une pause parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'allais vraiment voir les magazines, puis maintenant, c'est vrai que j'y pense un peu moins d'aller comme sur le site de, justement, soit Clin d'œil ou Vogue ou WSNG. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est un petit manque aussi d'avoir juste un choix, tu sais. Ouais. Puis tu sais, même si tout le contenu du magazine se répercute en ligne, c'est correct. C'est juste, tu sais, d'avoir un média qui est pensé pour des filles pour des jeunes femmes, tu sais, puis bon, il y a aussi la question des jeunes hommes, ça c'est une autre histoire, mais des jeunes femmes, tu sais, que je pense doivent être exposées à l'actualité différemment. Donc, c'est sûr qu'en entendant ça, je me suis ramenée à Filles Clin d'œil, puis je me suis dit, c'est vrai que c'était un beau média, honnêtement. Tu sais, on traitait des choses de manière différente que dans le Clin d'œil. Puis, tu sais, je pense quand même que même si aujourd'hui, on a accès à tout, puis probablement que les jeunes, en termes de connaissances, sont beaucoup plus avancés que moi, je l'étais en tant qu'adolescente, il y a quand même, tu sais, des choses que peut-être qu'on devrait attendre avant qu'elle soit exposée à ça. Oui, 100%. Donc, mais là, je me suis vraiment perdue parce que ça m'a fait penser à cette situation-là. Mais voilà, si je veux terminer cette période-là de mon parcours, quand le Filles Clin d'œil a fermé, on était 3 au magazine. Il y avait la rédactrice en chef mode et puis la directrice artistique graphique. Puis on a été très chanceuses parce qu'ils nous ont toutes placées au Clin d'œil. Donc, on n'a pas perdu nos emplois. Au moins. Ouais. Puis, mais on est toutes devenues les adjointes de. Tu sais, moi, j'étais la rédactrice en chef mode. Je suis devenue l'adjointe à la rédactrice en chef. Puis, c'est pas que j'aimais pas ça. Je trouvais ça très chouette. Puis, j'adorais l'idée de travailler au Clin d'œil. C'était quand même un rêve, là. Quand je me voyais à mes 13 ans devenir journaliste, j'espérais travailler dans des magazines. Mais bon, tu sais, je suis comme j'ai peut-être commencé trop vite à avoir des responsabilités trop grandes. Puis quand c'est vrai que c'est un bon poste quand même. Là. Ouais. Puis quand je suis redescendue, j'ai trouvé ça dur. Puis comme je te disais, on sentait que le web s'en venait. Puis là, j'ai su qu'il allait avoir un clindeuil.ca. Et je suis allée voir la personne en charge, puis je lui ai dit, écoute, tu sais, je m'ennuie un petit peu au magazine parce que je pense que je pourrais faire plus. Donc, si tu as besoin d'aide, j'ai dit, moi, j'aimerais ça apprendre le web, là, fait qu'hésite pas. Donc, elle a commencé à faire appel à moi pour quelques heures. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est sûr que le jour où il y a un poste qui s'ouvre, ils vont me demander à moi puisque je vais déjà connaître les rouages et tout ça. Puis c'est ce qui s'est passé. Quelque temps plus tard, il y a eu un poste qui s'est ouvert à temps plein. Je suis partie au clindeuil.ca. J'ai adoré ça. Moi qui étais une fille, entre guillemets, de magazine parce que c'est ce que je connaissais. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé encore aujourd'hui, j'aime le fait d'avoir un magazine en main, les belles pages, etc. Oui. C'est quelque chose quand même C'est quelque chose de différent que c'est ça. Aller prendre ton iPad et le lire sur... C'est pas le même feeling, puis même les photos, elles sortent différemment. C'est clair. C'est vraiment... c'est ça. Puis je suis certaine qu'il y a des gens qui... Aujourd'hui, on peut... Je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont jamais fait, tu sais. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé le magazine, mais j'ai vraiment aimé le web directement parce que ce que j'aimais le plus, c'est qu'on avait une rétroaction tout de suite. Tu sais, un magazine, tu le fais comme... Tu l'écris, tu le prépares 3-4 mois d'avance. Puis une fois qu'il sort, une fois qu'il est en kiosque, toi, tu es en train de faire celui dans 2 magazines, tu sais. Donc, t'écris, mais tu sais jamais qu'est-ce que les gens pensent. Puis ça, c'est quelque chose qui me manquait. Puis dans le web, j'ai réalisé, tu sais, les gens font des commentaires, tout ça. Puis j'aimais vraiment ça. Puis pendant que j'étais au clindeuil.ca, j'ai lancé des choses, j'ai initié des projets, fait des propositions, etc. Comme on était juste 2, c'était quand même facile de pouvoir créer des choses. Oui. Puis j'avais lancé un blog de street style qui s'appelait Mode de rue. moderue.ca, donc à l'intérieur du clin d'œil. Puis il n'y avait pas vraiment de street style au Québec à cette époque-là. On était en 2009 à peu près, là. Et il y avait le Nightlife qui faisait dans son magazine comme une page dédiée au look dans la rue, là, mais c'était pas mal tout. Puis aux États-Unis, puis partout dans le monde, c'était quand même quelque chose qui était très populaire. Ouais. Là. J'imagine New York aussi, c'est quelque chose de
Oui. Ah, ouais, À New c'était quelque York, chose de quand même déjà plus populaire. Oui, c'est clair. Ici, Puis, tu sais, à New York, on a l'impression... Ben, pas on a l'impression, c'est encore le cas aujourd'hui, tu sais, il va toujours avoir des gens ultra stylés. Mais je te dirais que de toutes mes années où j'ai fait du street style ici, ça m'est jamais arrivé de sortir une journée puis de pas rencontrer quelqu'un, là, qui était... tu sais, puis des fois, je devais en trouver, entre guillemets, plus pendant la journée. Puis j'ai jamais manqué de gens, là. Je pense que Montréal est une ville plus stylée 100%. que certains peuvent le penser. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais. Je pense que dans tout ce que j'ai fait au clindeuil.ca, le blog de Street Style, c'était vraiment mon truc préféré. Puis, tu sais, ça m'a quand même fait découvrir, parce que c'était un blog à l'intérieur du site, fait que ça m'a fait découvrir que j'aimais ça, le blog, tu sais, j'aimais ça écrire, puis, tu sais, partager un peu une vision plus personnelle, écrire aux gens, aux jeux. Ben, à cette époque-là, il y avait une remise de prix qui s'appelait les P&G Beauty and Fashion Awards, Beauty Awards, mais ça incluait la mode aussi. Puis pendant 2 années, en fait, la première année que j'ai lancé le blog, j'ai gagné le meilleur blog mode ou beauté au Canada. Félicitations. Merci. Ça fait longtemps. Des fois, je raconte ça, j'ai l'air comme de la vieille dame qui raconte son truc d'il y a 15 ans. Mais en même temps, c'est impressionnant quand même. Oui, mais ça l'était, puis c'est ça. Puis j'en étais vraiment fière, puis j'aimais ce que je faisais. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça, mon parcours. Puis bon, mon parcours existe encore aujourd'hui. Je veux dire, il se continue aujourd'hui, mais cette partie-là, cette première partie de ma carrière, ça s'est arrêté, en fait, à ce moment-là, parce que tu le sais peut-être ou tu l'as lu, mais j'ai eu un cancer pendant que j'étais au clindeuil, au clindeuil.ca. On était en 2010, je l'ai appris au mois de mars. Puis, tu sais, malgré que j'ai eu une opération qui s'est super bien passée, puis tout ça, tu sais, j'ai appris que je devais faire de la chimiothérapie, puis que, tu sais, ça allait être un long processus. Donc, j'ai dû arrêter de travailler. Puis, j'ai quand même été en convalescence pendant 1 an, puis j'étais très malheureuse de devoir arrêter parce que j'étais vraiment heureuse dans ce que je faisais. C'est sûr. Puis surtout quand tu dois arrêter un peu tout ce que tu fais pour prendre du temps pour toi, puis que c'est un peu... T'es impuissant face à ça aussi, là. Fait que... Ah non, c'est clair, t'as pas le choix, c'est ça. Puis si j'avais eu le choix, j'aurais pas arrêté, mais j'avais pas le choix. Puis j'ai essayé au début de continuer à garder le plus possible, mais tu sais, après certaines chimios, t'es tellement pas bien que j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était pas possible, là. Mais tu sais, ça, là, ce côté-là qui était extrêmement négatif de devoir s'arrêter, puis j'avais l'impression que tu sais, j'avais travaillé tout ça, puis j'avais toujours voulu ça depuis comme mes 13 ans. Là. J'avais toujours voulu, puis là, j'étais exactement où je voulais. Puis tout s'arrêtait, mais évidemment, avec le recul aujourd'hui, je peux pas me dire autrement que c'était qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive pour que la suite des choses ait lieu. Des fois, la vie, la vie fait quelque chose, mais le petit dicton de « la vie fait bien les choses », des fois, il faut que ces petites erreurs-là ou ces petites trébuches-là arrivent pour qu'on grandit aussi de ça. Oui, non, c'est clair. Je pense que toutes les épreuves sont là pour nous apprendre quelque chose. Puis, tu sais, je me rappelle que j'ai souvent dit que c'était comme un cadeau mal emballé. Là. Fait que ça te donne quand même une idée qu'au bout du compte, tu sais, je peux pas dire que je suis heureuse que ça soit arrivé. Non, c'est jamais mais je le regrette pas parce que j'ai la chance d'être en santé aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, je dirais sûrement autre chose si c'était pas le cas, mais c'est ça. Puis, est-ce que, là, on parle de défis. Ouais. Est-ce que ça a été quoi ton plus grand défi dans ton cheminement professionnel? Probablement ça. Probablement ça a été mon plus grand défi parce que, comme je te dis, pour moi, j'arrêtais. Je veux dire, j'avais pas le choix que d'arrêter. Puis, même si j'ai continué, là, dans le sens, tu sais, comme j'ai jamais arrêté le blog de Street Style. Ça, je leur ai demandé, je veux le continuer. J'ai dit à moins que je sois vraiment pas capable. Mais comme c'était 1 fois par semaine, la publication, je savais que je me disais, il y a bien 1 fois dans la semaine où je vais me sentir correcte, tu sais. Puis ça a été le cas. Puis je l'ai toujours continué. Puis, tu sais, même que ça m'aidait. Puis des fois, tu sais, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, là, on est très proches. Puis tu sais, lui, des fois, il disait, viens, on va aller faire des street style, tu sais, parce qu'il savait que ça allait comme me booster, puis tout ça. Puis, fait que j'ai toujours continué. Puis, en fait, au bout de cette 2e année-là, là, où j'ai fait le blog,
même si j'étais très malade au moment où j'ai envoyé ma candidature, j'ai renvoyé la candidature au prix qui continuait l'année suivante. Puis j'ai regagné le prix. My God! Ouais. Puis, wow. Puis ça a été pour moi... tu sais, si la maladie a été mon plus grand défi, ben de gagner ce prix-là, puis c'était pas une question du trophée ou quoi que ce soit, mais c'était juste que ça me prouvait que même si j'étais malade, je pouvais quand même faire mon travail comme il faut, puis tu sais, que ça pouvait pas m'arrêter. Mm-hmm. Fait que ça a été vraiment comme une genre de révélation pour moi, même si j'avais bien vu que je continuais à le faire, puis j'étais capable, mais le fait d'être comme, entre guillemets, célébrée pour ça, puis aussi le jour de la cérémonie, le soir de la cérémonie, tu sais, à cette époque-là, j'avais plus de cheveux, là, j'avais perdu tous mes cheveux, puis il recommençait à pousser une petite affaire. Puis j'avais en fait emprunté une robe à Denis Gagnon, le créateur Denis Gagnon. Puis j'étais venue à son atelier l'essayer. Puis à l'époque, je portais une perruque. Puis il m'avait dit « Oh, j'aime pas ça, la perruque. Ça se voit que c'est une perruque. » Il dit « Ça te fait pas bien. » Mon Dieu! Puis il dit « Tu devrais pas la porter. T'es vraiment belle sans. » Puis tout ça. Puis là, j'étais comme « T'es-tu fou? » J'ai dit « Personne ne sait qu'est-ce que j'avais. » Ah, c'est ça. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement. Puis ça fait partie de mon implication. Mais à l'époque, je voulais pas le dire. Là. Personne ne le savait à part ma famille. Ben, bon, le magazine le savait parce que j'avais dû quitter pour ça, mais je l'avais jamais partagé sur les réseaux sociaux, peu importe, nulle part. Est-ce que c'était parce que tu voulais garder ça un peu pour toi ou c'est que tu voulais pas que ça diminue un peu, tu sais, que les gens prennent par pitié ou que ça diminue ton travail? Ou... Ben, c'était un peu de tout ça. Il y avait le fait que je voulais pas le dire, je voulais le garder pour moi. Mm-hmm. Le côté où je voulais pas que les gens aient pitié de moi, vraiment pas. Puis aussi le fait que ça, c'est un petit peu plus triste comme raisonnement, mais ça faisait partie de comment je me sentais à l'époque. J'avais comme peur de, entre guillemets, me jinxer. Là. On dirait que je me suis dit, je vais en parler le jour où je vais pouvoir en parler en paix avec ça. Tu sais, pas pendant que je le vis. Il y a des gens, puis je trouve ça extraordinaire, des gens qui ils rentrent dans un cancer, par exemple. Puis dès le début, ils vont partager comment ça se passe, le traitement, comment tout se passe. Mm-hmm. Puis je trouve ça extraordinaire parce que pour d'autres qui vont le vivre, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne une idée de à quoi ça ressemble. Mais moi, c'est ça, je pouvais pas. Fait que ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'étais comme non, personne ne le sait, tout ça. Mais tu sais, ça m'était quand même resté en tête. Fait que quand je suis allée à Toronto pour la remise de prix, ben, j'avais ma perruque avec moi, mais je m'étais comme laissé une genre de porte de sortie au cas où je trouvais le courage pour le faire. Puis à la toute fin, quand on sortait de l'hôtel avec mon j'étais-tu déjà mariée? Oui, non, j'étais pas encore mariée avec mon chum à l'époque. Ben, j'ai comme dit, OK, je le mets pas. Puis j'avais comme un petit... comment on appelle ça en anglais? C'est un fascinator. C'est un petit chapeau, là. Okay. Je trouve plus le mot en français, ça va me revenir. Puis je m'étais dit, tu sais, c'est comme une passe avec un petit truc comme ça. Oui, là. OK, ouais. Quand j'arrivais là-bas, je me rappelle que j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que les gens, tu sais, comme, ça va être quoi la réaction? Puis tout le monde pensait que j'avais genre fait exprès, puis que... C'était fashion. Puis que j'étais juste vraiment hot, là, de m'être rasé la tête. Elle part la nouvelle mode de l'année. Puis tu sais, la robe elle avait un côté très rebelle, tu sais, elle était faite toute en franges, en tout cas, c'était très Denis Gagnon qui a toujours été rebelle. Fait que tu sais, tout fitait vraiment ensemble, j'avais comme des bottillons au lieu des talons. Puis quand j'ai gagné, je m'attendais pas à ça parce que je me suis dit, j'ai gagné l'année passée. Puis en plus, je savais que dans ma tête, j'avais peut-être pas fait le travail aussi bien que l'année où je l'avais lancé puis que j'étais vraiment dedans, là. Fait que quand j'ai gagné, j'avais rien préparé puis j'étais vraiment, vraiment surprise, émotive. Puis là, j'étais arrivée en avant puis je sais pas pourquoi, mais pourtant, ça faisait pas partie de mes objectifs ou de mon idée, là, loin de là. Mais j'ai comme dit qu'est-ce qui se passait. Puis ça a vraiment comme, ça a enlevé un poids là, de mes épaules de le dire devant tout le monde comme ça. Puis, tu sais, évidemment, c'est n'importe qui entend ça. Il y a une fille qui a 30 ans qui est là. Ben, tu sais, c'est émotif, là. 100%. Fait que, il y a eu comme une ovation. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis je te dirais que ça a tellement fait du bien que c'était presque du jour au lendemain l'effet sur moi. C'est comme le jour d'avant, j'étais encore dans une méga dépression. Puis le jour d'après, je commençais à me sentir mieux. Puis ça a continué comme ça pendant... On était en novembre, là. Novembre 2000.
10. Puis ça a continué comme ça jusqu'à mon retour au travail plusieurs mois plus tard. Puis c'est aussi là qu'a commencé à me trotter dans la tête l'idée de, tu sais, c'est pas si bonne que ça, mais si je réussissais si bien d'écrire un blog, peut-être que je devrais lancer mon blog à moi, où je ferais du street style, mais pas que ça. Et ben c'est là où est née l'idée, ouais. De faire ton propre blog à toi. Oui, exact. Puis, ben justement, tu as touché plusieurs rôles, donc journaliste, quand même un peu de stylisme, consultante, créatrice, comme j'ai dit au début. Tu penses que c'est lequel qui t'a le plus transformé là-dedans? Oh, wow. Ben, OK, je vais quand même dire quelque chose parce que je trouve que c'est important au cas où il y a des gens qui le pensent, puis je sais que c'est souvent le cas, là. Tu sais, aujourd'hui, là, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais ou de me décrire dans une bio ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais toujours dire journaliste parce que ça a été ma formation. Puis, tu sais, je considère que d'avoir fait ce bac-là, ben c'est le travail que j'ai fait dans le but de devenir ça. Mais tout de suite après que je l'ai dit, la deuxième question, c'est toujours « t'écris où? » Puis après, je suis comme « j'écris nulle part en ce moment. » Puis c'est vrai, puis c'est toujours le cas. Fait que c'est difficile. Puis tu sais, en même temps, je me considère pas une créatrice de contenu non plus parce que, ben je veux dire, oui, je me considère une créatrice de contenu, mais je me considère pas créatrice de contenu en premier lieu. Oui. Parce que pour moi, une créatrice de contenu ou un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus tout le temps, tu sais, qui, à la limite, va faire des reels ou des publications à tous les jours, puis ça va être son gagne-pain principal, puis c'est pas mon cas non plus. Fait que je trouve ça dur de te dire que c'est comme ça que je me décris en premier lieu, même si c'est ça que j'aimerais qui soit ma première description. Mais ce qui m'a transformée le plus, c'est peut-être d'arriver à un stade de mon travail où je me considérais peut-être plus une experte dans la matière, dans le sens où les connaissances que j'ai, peut-être que je peux pas me clamer journaliste autant qu'avant parce que, ben, comme je te dis, j'écris pas quelque part en particulier. Puis même mon blog, on pourra en parler. Tu sais, je l'écris pas comme avant parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement dur de sortir les gens des médias sociaux pour aller sur un blog. Tu sais, les blogs ont plus du tout la même importance ou popularité qu'avant. Mais toutes ces choses-là rassemblées ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je sens que mes connaissances me permettent d'enseigner, me permettent de donner des conférences, me permettent... Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui m'a le plus transformée, c'est que d'avoir toujours, à travers tout ce que je faisais, d'avoir toujours emmagasiné, d'avoir toujours essayé d'en savoir plus, tu sais. Je suis vraiment une grande fan et férue d'histoire de la mode. Fait que toutes ces choses-là, c'est ça. Fait que je sais pas si je réponds à ta question exactement, mais je pense que oui, ce qui m'a le plus transformée, c'est de sentir que je suis devenue... Puis je suis capable de le dire, de ne pas me sentir imposteur, de dire que je suis une experte dans la matière. Puis ben c'est ça, tu dis que maintenant tu enseignes. Ouais. C'est quel cours que tu enseignes? Au Collège La Salle, j'enseigne pas à temps plein, là, j'enseigne vraiment 1 ou 2 cours là, parfois dans une session. L'histoire de la mode, justement. Okay. Et puis un autre cours qui s'appelle Analyse et présentation des tendances. Puis c'est un cours en fait de trend forecasting, donc où on prend tout ce qui se passe dans la société, donc on regarde ce qui se passe au niveau de l'actualité, ce qui se passe au niveau de la situation socio-économique, qu'est-ce qui se passe au niveau politique, toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'art pour essayer de prédire ce qui s'en vient en termes de tendance. En tout cas, je pense que tu le vois tout de suite ou tu l'entends tout de suite. Ces 2 cours-là sont directement reliés au lien de la mode avec la société. Puis moi, c'est ce que j'aime, tu sais, parce que pour moi, la mode... Il y a la mode, genre les tendances, ça c'est une chose. Puis de l'autre côté, il y a la mode qui est comme l'habillement. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller? Qu'est-ce que c'est le vêtement? C'est quoi l'histoire d'un vêtement? Pourquoi on porte certaines choses à certaines époques? Ça, c'est qu'est-ce qui me fascine le plus puis qui fait que je considère que la mode, elle a sa place comme étant quelque chose de absolument pas superficiel. Est-ce que t'en parles de ça justement dans ton blog à toi personnel? Ben comme je te dis, j'en ai toujours parlé. Là, le blog, je l'écris plus. Oui.
Mais des fois, je me dis, est-ce que je devrais le relancer? En tout cas, je ne l'ai pas fermé. Il existe, là. Je continue à le garder ouvert puis d'avoir le site existant. Puis peut-être qu'un jour, je vais... J'y réfléchis beaucoup en ce moment. C'est quelque chose qui fait partie de mes pensées, là. C'est juste qu'on dirait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire autrement qu'avoir, premièrement, le visuel, là. C'est tellement important. Je veux dire, la vidéo ou l'audio, le balado. C'est dur... Puis c'est dommage parce que c'est une question de attention span, là, du fait que les gens ont de la difficulté à lire ou n'ont pas le temps, entre guillemets, de lire, mais bon, on fait le temps, on crée le temps qu'on a besoin. Oui, 100%. Tu sais, d'aujourd'hui, là, quand on regarde, admettons, un article qui est partagé sur Facebook ou peu importe, tu t'écris genre le temps de lecture, comme tu as 3 minutes ou 6 minutes, puis je trouve ça fou parce que c'est comme il faut que tu saches dans quoi tu vas t'embarquer, combien de lectures tu vas devoir faire, tu sais, pour te lancer dans un article. Mais oui, quand j'avais le blog, oui, c'est quelque chose que j'essayais de faire. Bon, est-ce que j'avais de temps en temps, pas de temps en temps, mais de manière régulière des articles sur, justement, cette année, on voit beaucoup le western, comment le porter? Oui. Oui, parce que les gens, ça les intéresse aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'essaie toujours d'avoir, j'ai toujours essayé d'avoir une composante qui est reliée, justement, à la société histoire ou bien justement à l'achat local, à l'achat seconde main, etc. Tu sais, ce qui fait partie de mes valeurs dans la vie, tu sais, c'est ça. C'est vrai que, moi et moi, récemment, on est allé filmer des petites vidéos avec des marques locales. Puis on se disait, OK, il faut que ça soit en tel et tel temps parce qu'après telle minute, les gens sont plus concentrés puis ils vont juste arrêter. Fait que c'est vrai que avoir un blog, après, il faut amener de la visibilité sur ça. Puis, c'est ça, après, puis les articles. Avoir un lectorat. Tu sais, moi, je veux dire, évidemment, comme tout le monde qui avait un blog, j'avais accès à mes statistiques, puis voir le nombre de lectures, puis tout ça. Puis tu vois aussi combien de temps les gens sont passés sur le site et tout. Puis quand tu vois ça descendre tout le temps, puis tu sais... Moi, j'étais pas payée là, pour mon blog. Je veux dire, oui, je faisais des partenariats, des collaborations, mais personne ne me payait pour écrire. Donc, ce que je faisais souvent, parce que je suis quelqu'un qui est, comme je te dis, j'ai toujours essayé d'être très présente, que ce soit pour une grande marque ou un tout petit créateur qui lance son premier défilé. Ben, tu sais, ça veut dire que souvent, j'avais des trucs le soir, puis j'écrivais la nuit. Puis, tu sais, des fois, j'étais comme... Quand j'ai passé, je sais pas moi, ça m'est déjà arrivé de passer une nuit blanche à faire la couverture des looks aux Oscars, tu sais. Puis j'étais tellement fière quand le matin, mon article sortait avant le Elle Québec, par exemple. J'étais toute fière que, tu sais, j'avais fait ça. Mais c'est le fun quand tu voyais plein de lectures, puis tout ça, oui. là, c'est comme ça valide le fait que tu aies passé tout ce temps-là. Mais après un certain temps, quand tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui lit, ben, tu sais, ça t'enlève l'envie, tout simplement, de le faire. Puis c'est pour ça que... C'est même pas parce que ça me tentait plus d'écrire ou que j'aimais plus ça. C'était vraiment une question de... Bon, si tu fais pas ton contenu en vidéo, comme tu dis, dans un certain nombre de temps, ben, tu perds les gens. Puis honnêtement, puis ça, c'est une autre discussion, un peu comme tout à l'heure avec les espaces réservés, ou en tout cas aux jeunes femmes. Ben, cette question-là aussi, du fait qu'aujourd'hui, on consomme que des 30 secondes ou que des 45 secondes pour comprendre une réalité. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est dommage, surtout quand on est visé par des algorithmes qui fonctionnent avec nous. Donc, on voit toujours un peu l'opinion qui marche pour nous. Ben on a oui. l'impression que le monde tourne dans notre sens. Mais c'est pas le cas, tu sais. Fait qu'on perd beaucoup de nuances. Ben, c'est comme aussi, là, c'est un petit exemple, mais ChatGPT qui fait juste toujours un peu accorder avec nous, peu importe qu'est-ce qu'on envoie. Tu sais, j'ai vu certaines choses passer en tout cas, ouais. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours positif de juste penser qu'on est dans notre petite bulle et que tout fonctionne et qu'on s'ouvre pas au reste. Ben non, c'est clair. pour ça que, tu sais, mon but ici avec le podcast, c'est d'amener les gens qui sont peut-être pas nécessairement... qui optent pas vers les contenus un peu plus mode, ben, à peut-être se diriger un peu vers là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez gros au Québec, qui prend de plus en plus d'ampleur, puis c'est important que je trouve que tout le monde soit un peu informé sur ça, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, en fait. Fait que... Ben, c'était ça le but de
de l'émission. Là. Tout le monde s'habille, que tu as mentionné tantôt. Tu sais, s'il y a une chose que tout le monde fait, à part dans certains fins fonds, dans certaines tribus, à certains endroits dans le monde, c'est de s'habiller. Tu sais, on s'habille tous. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu l'as mentionné. Puis, moi, j'ai coécrit cette émission-là. Oui. Puis, c'était un peu la concrétisation de tout ce que j'ai aimé faire. Puis d'ailleurs, je repense à ta question là, de quelque chose qui t'a transformé dans mon métier ou dans ma carrière. J'ai pas pensé tout de suite à ça, mais ça rentre dans la question d'expertise et tout. Tu sais, je sais pas si ça m'a transformée, mais en tout cas, ça a été... ça reste encore aujourd'hui ma plus grande fierté, tu sais, d'avoir écrit ça, puis que cette émission-là ait vu le jour, puis ait montré ce côté-là, justement, où, tu sais, on a l'impression que la mode... c'est ultra superficiel, puis c'est juste une question de tendance, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, c'est quelque chose qui n'est pas inclusif, c'est quelque chose qui est pour, tu sais, qui représente une certaine vision qui est dure à atteindre, là. Mais de montrer, c'est ça que ça nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Puis ben justement, je dirais que t'as quand même une certaine influence dans l'industrie québécoise, comme tu dis, tu es une experte dans ce domaine-là. Comment tu te sers de cette influence-là? Puis comment tu décris un peu ta mission dans ce domaine? Ben, je l'ai dit un petit peu dans le sens que si le projet qui était le plus, qui représentait le mieux ma façon de voir les choses, c'était l'émission, ben peut-être que j'ai toujours senti que c'était ça ma mission, de montrer que la mode, ça peut être beau aussi, tu sais. Évidemment, je suis très consciente là, que la mode, c'est l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Comme tout le monde, je sais peut-être plus que tout le monde, que beaucoup de monde, tu sais, la situation de qu'est-ce qui se passe avec toute ces milliards de tonnes de vêtements qu'on produit en trop, où est-ce que ça se ramasse, qu'est-ce qui se passe, les conséquences pour l'environnement, les conséquences pour les gens qui se retrouvent avec ça, là, que ce soit au moment de la production ou quand nos vêtements sont en fin de vie puis qu'on les jette. Puis ça, j'en suis très consciente. Mais c'est juste que tout le côté, justement parce qu'on est obligé de s'habiller, puis on n'a pas le choix, oui. Ben, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'habiller de manière plus consciente, en connaissance de cause, tu sais, en sachant que toutes ces choses existent. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on peut faire. Et c'est ça qui est ma mission. Puis, tu sais, peut-être que je le voyais pas aussi clairement quand j'étais plus jeune, mais je sais que quand j'ai lancé le blog, mon objectif, c'était de partager ma vision. J'avais l'impression que j'avais assez quelque chose à dire de différent pour avoir côtoyé du monde dans l'industrie, pour que j'aie un point de vue. Puis, dans le fond, ça a toujours été ça, de montrer que la mode était accessible à tous. Peu importe. Tu sais, je me rappelle, j'avais écrit comme, tu sais, quand tu lances quelque chose, une entreprise, dans mon cas, c'était un blog, tu te fais toujours un plan d'affaires. Ouais. Moi, je m'étais fait un petit plan d'affaires, mais surtout comme un genre de slogan, une mission. Puis c'était, tu sais, de montrer que la mode était accessible à tous, peu importe ton budget, peu importe ta silhouette, peu importe ton âge, peu importe ton genre. Puis dans le fond, c'est encore ça aujourd'hui, mais avec peut-être le plus qui est comment est-ce qu'on peut contrer les conséquences de la mode. Puis, tu sais, je pense pas qu'on doit tous devenir des gens qui s'habillent pareil à tous les jours ou qui diminuent. Tu sais, la fameuse garde-robe capsule, là, où tu as X nombre de pantalons. Et, tu sais, je veux dire, tant mieux si quelqu'un est bien là-dedans, mais je pense pas non plus qu'on doit se contenter de ça si on est quelqu'un qui aime s'exprimer à travers la mode, par exemple. Mais, tu sais, juste continuer à garder les vêtements en circularité. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut toujours changer de style, là, si c'est ça que tu veux. Mais si tu fais pas juste accumuler ou bien jeter, ce qui serait encore pire, ben, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Puis, ben, on sait aussi que tu t'impliques quand même dans les organismes, ouais. dont le Chaînon, qui est une friperie, justement. Comment t'as commencé cette collaboration-là? Puis, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à donner du temps à ces organismes?
Ben en fait, j'ai toujours partagé le fait que je m'habillais seconde main. Puis tu sais, je le disais toujours, même au début, quand on commençait à dire qu'est-ce qu'on portait sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, je pense pas qu'on doit attendre la permission de quelqu'un pour faire les choses, mais quand même, tu sais, c'est un peu... pendant un certain temps, tu faisais juste jamais ça. Puis là, on commençait à partager, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours dit, ça vient de l'Armée du Salut, ça vient de tel. Puis, mais je m'impliquais pas encore. Pour moi, c'était comme ça que je le mettais de l'avant, c'était de dire fièrement que je m'habillais seconde main, même il y a 15-20 ans, là. Mais pour ce qui est du chaînon, en fait, c'était en quelle... Je me rappelle plus c'était en quelle année, mais à peu près il y a 10 ans, là, quand même. Ça commence à faire un petit temps. Ouais, 8-10 ans. On m'a parlé d'un événement qui s'appelait Relux. Puis c'est un événement organisé... en fait, c'est 3 femmes qui avaient lancé Relux. Et c'était pour le chaînon. Donc, elles recueillaient des vêtements griffés ou des vêtements haut de gamme, ou en tout cas des beaux vêtements à travers leur réseau. Puis, il y avait une vente qui était faite une journée X, là, au bénéfice du chaînon. Donc, la première fois que j'en ai entendu parler, on m'a demandé si je voulais être comme une amie de Relux, dans le sens que ce que ça voulait dire, c'est que je partageais sur mes réseaux sociaux, sur la vente et tout ça. Mais j'ai tellement trouvé ça extraordinaire que j'ai commencé à m'impliquer plus. Je leur ai demandé, tu sais, moi, j'aimerais ça en faire plus que juste partager sur mes réseaux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Puis avec les années, à chaque année, je participais. À chaque année, je faisais de plus en plus. Puis ça m'a fait vraiment connaître l'organisme du chaînon que je connaissais, tu sais, mais par nom, là. Je veux dire, le chaînon, ça existe depuis 90 ans. J'espère que je me trompe pas en disant ça, là. Il me semble que c'est ça. Ouais. Oui. Puis, en tout cas, autour de 90 ans. Puis, donc, je savais un peu ce que c'était, mais je connaissais pas l'organisme. Puis quand je l'ai connu, puis que j'ai vu ce que c'était, j'étais allée à la maison d'hébergement du chaînon parce que c'est là qu'on faisait des rencontres, des trucs comme ça. Puis réaliser qu'est-ce qu'ils faisaient pour les femmes, ça... Je trouve que quand tu découvres un organisme comme le chaînon, tu peux pas faire autrement que vouloir t'impliquer. Fait que j'ai juste voulu m'impliquer. Puis le Relux a duré 5 ou 6 ans. Donc, pendant 5 ou 6 ans, c'était ça, mon implication. Puis, une fois que ça s'est terminé, j'ai juste continué, tu sais, à partager sur leur chaînon, à leur dire que si je pouvais aider, de ne pas hésiter. Puis, il y a 2 ans, ils m'ont demandé si je voulais être l'ambassadrice des magasins. Fait que là, c'est sûr que j'ai dit oui. C'est un beau projet en plus, ouais. Fait que voilà, c'est pour ça que je m'implique encore, parce que tout à l'heure, on parlait de l'impact environnemental des vêtements et donc de ce qu'on peut diminuer de cet impact-là en magasinant de seconde main. Mais si, en plus de faire un geste pour notre planète, payer moins cher, tu peux aider des gens en magasinant, pour moi, puis c'est ça que j'essaie toujours, là. Tantôt, on parlait de mission, là. Tu sais, ma mission générale, c'est ce que je t'ai dit. Oui. Mais si j'avais une mission par rapport aux secondes mains en particulier, ça serait ça. Pour moi, il y a... Tu sais, je dis pas que tout le monde doit magasiner en seconde main en tout temps, hein. D'ailleurs, je trouve qu'il faut acheter des marques locales aussi, là. Mais ça doit faire partie de notre espèce d'éventail de magasinage. Puis personne ne devrait l'exclure parce qu'il y en a pour tous les goûts. Puis quand tu sais qu'au bout du compte, au lieu que cet argent-là aille enrichir un multinational. Oui, une multinationale ou un multimilliardaire en Espagne, je dis ça parce que je pense évidemment à Zara. Ouais. Tu fais en sorte que des femmes sortent de la rue ou bien sont hébergées pour quelques nuits, ont droit à de l'assistance psychologique, ont droit à une trousse pour pouvoir meubler leur appartement, avoir des vêtements chauds. Pour moi, c'est un peu comme un no-brainer, là. C'est ça. Tu peux pas vraiment magasiner mieux que ça. Puis, tu supportes aussi d'autres organismes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces autres organismes-là pour qui tu es soit ambassadrice ou avec qui tu donnes ton temps? Oui. En fait, avant de passer à ça, je vais juste dire que tu sais, je l'avais demandé dès le début, là, oui. quand on m'a demandé d'être ambassadrice pour le chaînon, je leur ai dit oui, j'ai même pas eu une hésitation, mais je leur ai quand même dit, je veux pouvoir continuer à encourager d'autres friperies, puis pour eux autres, c'était
comme un genre de no-brainer non plus. T'es là, ben oui, bien sûr. Donc, tu sais, je veux juste dire qu'il y a d'autres friperies solidaires qui ont des missions vraiment belles, là. 100%. Tu sais, il y a les petits frères qui aident les personnes âgées et l'isolement. Il y a le YWCA qui aide à la réinsertion des femmes. Puis ça, c'est aussi une très belle friperie à connaître. Bon, il y a l'Armée du Salut qui est plus grande, que tout le monde connaît, mais je trouve qu'elle est extraordinaire. Il y a Renaissance que tout le monde connaît. Mais tous ces endroits-là, il y a Dress for Success, qui n'est pas une friperie ouverte à l'année, parce que eux, leur objectif, c'est de recevoir des vêtements pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail, mais aussi à être, par exemple, à se sentir le plus en confiance, mais admettons pour une interview de travail. Puis ça, encore une fois, ça démontre l'importance du vêtement, là. 100%. Mais ils font des ventes. Dress for Success, il faut les suivre sur les réseaux sociaux, puis on voit quand il y a des ventes friperies. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais des scouts, puis tout ça, il y a plein d'autres occasions. Mais, tu sais, tous ces organismes-là, je continue à essayer de les soutenir. Bon, c'est sûr que je le fais pas de la façon que je le fais avec le chaînon, mais, tu sais, en montrant qu'est-ce qu'on peut y trouver, puis en essayant de partager leurs ventes, etc. Puis sinon, à l'extérieur du seconde main, ben, tu sais, il y a évidemment la cause du cancer du sein. C'est une cause, tu sais, qui me touche évidemment particulièrement, mais pour laquelle j'ai toujours continué à m'impliquer. Autant je voulais rien partager pendant que je vivais mes traitements. Une fois que j'ai eu ma rémission officielle, là j'ai voulu partager parce qu'il y avait, tu sais, des femmes qui m'avaient aidé moi quand je passais à travers cette épreuve-là. Puis ça avait été, tu sais, ça avait eu une différence tellement importante pour moi que je voulais pouvoir le faire aussi. Donc, je me suis toujours impliquée, que ce soit à la Fondation du cancer du sein du Québec, pour lequel je pense que c'est l'organisation avec laquelle je me sens la plus proche. Elles ont ouvert une maison rose. C'est la maison de la Fondation. Puis, tu sais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elles font, là? Qu'est-ce que la maison fait? En fait, elle offre une panoplie, encore une fois, un peu comme le chaînon, pas du tout dans la même circonstance, mais dans le sens aide psychologique, aide financière, aide au niveau de l'estime de soi, les perruques, tout ce que les femmes pourraient avoir besoin, le yoga, toutes ces choses-là. Puis c'est tout offert gratuitement. Donc, c'est clair que quand il existe quelque chose comme ça, ben moi, j'ai envie d'aider à recueillir des fonds. Donc, c'est l'autre organisme avec lequel je m'implique. Puis le troisième qui me tient vraiment à cœur, j'espère que j'en oublierai pas, là, mais le troisième qui me tient vraiment à cœur, ça s'appelle les Fées Marraines. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En fait, oui, j'ai vu sur tes réseaux sociaux et puis t'en as parlé, je suis allée voir un peu, mais oui, c'est avec un peu plus les enfants. Ben, en fait, les adolescents. OK. Parce que, fin d'adolescente, là, parce qu'en fait, c'est un organisme qui permet aux finissants du secondaire, maintenant les garçons aussi, mais les filles surtout, parce que c'est la plus grande partie de leur public, en fait, à avoir une robe ou une tenue, parce que c'est pas que des robes, là, pour le bal de finissant. Et donc, c'est des jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens pour s'acheter cette tenue-là, qui viennent, puis la journée des robes ou la journée des habits maintenant qui existe, c'est comme tellement extraordinaire, là. C'est vraiment, vraiment chouette. Puis on est, je sais pas moi, une trentaine de stylistes parce que je suis marraine, des Fées marraines, en tout cas ambassadrice. Mais, tu sais, je veux pas juste être comme externe puis faire un discours au lancement, là. Tu sais, je veux être là. Et donc, je suis styliste le jour des boutiques. Puis les jeunes filles arrivent... tu sais, un petit peu gênée, là, un peu mal à l'aise parce que, tu sais, je veux dire, t'es consciente que t'as demandé de l'aide. Mais une fois qu'elles rentrent dans la salle puis qu'elles voient qu'il y a comme 2000 robes puis qu'elles peuvent choisir n'importe laquelle qu'elles veulent, puis, tu sais, c'est complété avec des bijoux, un sac à main, des chaussures. Wow. Il y a la vie en rose qui
qui donne en fait un petit coupon pour aller chercher un set de lingerie complet gratuitement. Oh my God. Tu sais, toutes ces choses-là qui sont données. Puis là, les filles ressortent, puis elles se font coiffer, maquiller juste pour se donner des idées de qu'est-ce qu'elles vont faire le jour de leur bal. Puis les robes qui ne font pas sont altérées gratuitement par l'École des métiers des Faubourgs qui a une section mode et donc ils font les altérations. Tu sais, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis encore une fois, là, j'ai l'air d'une cassette, là, mais ça montre encore le pouvoir du vêtement parce que ici, la cérémonie du bal des finissants, c'est un party, oui. Mais c'est aussi un moment charnière entre le fait que tu laisses d'une certaine façon ton enfance ou ton adolescence derrière, puis que là, tu rentres justement, que ce soit au cégep ou peu importe où tu vas après, dans comme t'es comme un adulte, même si tu l'es pas tout à fait encore en âge. Puis là, tu dois choisir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu quittes tes amis que tu as côtoyés pendant 5 ans. C'est vraiment une autre étape de la vie. Puis si tu peux passer cette étape charnière en te sentant bien dans ta peau, en sentant que t'as pas moins que les autres, parce que, tu sais, on peut dire ce qu'on veut, là, mais les comparaisons, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sont très, très, très présentes, puis sont très dures. Puis on sait que les jeunes sont pas tendres, là, dans le sens où... je pense pas que c'est parce qu'ils veulent être méchants, c'est juste parce que on dirait que t'as moins de filtres, là, quand t'es jeune, puis tu dis les choses, puis il y a beaucoup de gangs, puis les gens veulent penser comme leur gang, puis tout ça. Fait que quand tu peux te sentir que t'as pas cette différence-là, parce que toi, tu l'as pas, la robe que ta mère a pu t'acheter, je trouve que ça fait... c'est ça, ça fait une énorme différence. 100%. Ouais, puis donc, d'arriver à cet événement-là puis te dire « Hey, je suis comme tout le monde ouais. ». C'est ça que tu veux au secondaire, juste fitter, être comme... Il y en a des fois qui veulent, tu sais, stand out, c'est ça, stand out, sortir de la zone de confort, se démarquer. Ouais. Mais beaucoup, c'est juste de comme être là, puis être comme tout le monde, puis être dans la gang, puis se faire, comme tu dis, là, c'est juste se faire accepter. Fait que c'est beau que tout le monde puisse avoir les mêmes avantages un peu. Exactement. Si puis tu sais, je veux dire, il y a aussi le fait que tout le monde va prendre sa photo pour se partager sur les médias sociaux. Puis, tu sais, je veux pas non plus juste cracher sur les jeunes puis dire « Ah, vous devriez pas être à l'affût de combien de likes vous avez, puis ça devrait pas faire... » Parce que je sais à quel point ça fait du mal, ça, de toujours être... comme se faire valider par ça, mais on va pas non plus, je pense pas qu'on devrait pas non plus enlever à personne le fait que cette soirée-là, s'il y a un moment où tu as envie de te montrer puis de dire « Regarde mon glow-up » ou peu importe, c'est normal de vouloir le faire. Tu sais, c'était normal de faire ta photo dans le temps que les médias sociaux n'existaient pas puis juste d'être fier du résultat, je sais pas moi, devant ta famille ou devant tes amis. Oui, c'est ça, ta date, puis tout ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est un moment où c'est le fun quand même de partager de quoi on a eu l'air cette soirée-là. Puis ça donne, ça donne à ces filles, à ces garçons, une vraiment belle confiance, là. Un peu plus tôt, tu nous as mentionné que tu étais immigrée au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'impact que ça a eu sur ta vision de la mode aujourd'hui? Oui, c'est un impact qui est très fort. Je suis arrivée au Québec quand j'avais 5 ans. Donc, avec ma maman, on est arrivé du Pérou et mon petit frère qui avait 3 ans à l'époque. Puis, c'est quelque chose que j'ai pas su tout de suite parce qu'évidemment, ma mère me l'avait pas partagé, mais plus tard, dans des vraies conversations d'adultes, elle m'a dit que quand elle est arrivée au Québec, elle avait 1 500 $ dans les poches, puis c'est tout. Et donc, j'ai pas besoin de te dire que ça a été vraiment pas facile pour elle. Ça a été beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches, beaucoup de pauvreté aussi. Et directement, puis ça, je trouve que c'est une force de ma mère, c'est qu'elle a pas eu peur de demander de l'aide. Parce que des fois, on a peur. Puis je connais beaucoup d'histoires d'immigrants qui, par gêne de demander que ce soit de la nourriture, des vêtements ou quoi que ce soit, vont pas le faire. Puis ça va causer des difficultés. Dans une entrevue avec Caroline Dawson, qui est malheureusement décédée aujourd'hui dans Tout le monde s'habille, elle expliquait justement qu'elle avait pas les vêtements appropriés l'hiver. Puis elle était toujours gelée. Puis quand c'était le temps de sortir à la récréation, ça la stressait. Puis avec son frère, il regardait les enfants jouer dehors parce qu'ils n'avaient pas les vêtements qu'il fallait. Puis ça m'avait vraiment marqué. Je savais que ça existait, mais de l'entendre, elle, le dire, ça m'avait marqué. Ça m'avait fait réfléchir au fait que
j'ai toujours eu, entre guillemets, peut-être pas les beaux vêtements, mais les bons vêtements, parce que ma mère, elle était allée chez Jeunesse au Soleil. Donc, l'organisme Jeunesse au Soleil, Sun Youth, que j'ai oublié de nommer tantôt, qui est aussi un organisme extraordinaire. Et il lui avait donné des vêtements pour nous. Et donc, ce contact-là avec les organismes a toujours été présent. Ma mère ne nous l'a jamais montré comme étant quelque chose de gênant. Elle a toujours dit, ils nous ont donné, tu sais, je veux dire, ça a toujours été quelque chose de correct. Puis quand moi, j'ai décidé que je voulais travailler dans la mode, j'étais sûre de ma shot là à 13 ans, puis que je commençais à vraiment aimer m'habiller. Ben, tu sais, ma mère, elle m'a dit qu'elle avait pas les sous pour ça, tu sais, elle avait pas la possibilité. Moi, je voulais aller chez Jacob parce que tout le monde au secondaire allait chez Jacob. Puis elle m'a dit, elle avait eu la chance quand elle était plus jeune d'aller en Europe là, pendant quelques années, tu sais, voyage très hippie là. Puis elle m'avait dit, j'avais été dans des friperies parce qu'en France, ça existe depuis très longtemps. Ben, je pense que ça existe aussi au Québec dans le sens que c'était des sous-sols d'église, des choses comme ça. C'était juste peut-être un peu moins... Ouais. Puis c'est ça, donc elle m'a dit, tu devrais aller voir un friperie. Fait que moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Là, en tout cas, je veux dire, je connaissais les organismes, mais pas la friperie. Puis j'habitais sur Guy, presque au coin de Notre-Dame. Okay. Puis sur Notre-Dame, il y avait l'Armée du Salut, une Armée du Salut géante qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Puis je suis rentrée là-dedans à reculons, là. Comme j'étais pas fière de rentrer là-dedans, puis je trouvais que ça sentait pas bon. Puis, mais j'ai trouvé quelque chose que j'aimais, une des choses que je voulais avoir comme les autres, là. Puis ça m'a coûté $3 ou je sais pas trop. Puis je suis ressortie vraiment contente. C'était des Nike, okay. des chaussures Nike, mais en genre des chaussures un peu modèle plus skater. On était dans une période très grunge skate raver, là, quand j'étais en secondaire 3-4, qui est à peu près le moment où j'ai commencé à magasiner en friperie. Puis j'avais aussi trouvé une espèce de pantalon en corduroy pour hommes, très ample, qui se porte d'ailleurs à nouveau aujourd'hui. Là. 100%. Très ample, puis tu sais, un peu... des amis niaisaient, disaient pantalon un peu fond de culotte, là, mais bon. En tout cas, j'avais trouvé ça, puis j'étais vraiment fière. Puis j'ai continué à y aller. Puis j'ai réalisé que, en fait, j'ai commencé à apprendre c'était quoi des belles matières. Mm-hmm. J'ai commencé à réaliser que ça, c'était de la laine, ça, c'était du cuir, ça, qu'il y avait des choses vieillies qui étaient vraiment belles. Puis à côté de ça, de trouver aussi des vêtements qui étaient quasiment neufs. Ça, je te dis que ça a un grand impact sur ma vision parce que ça, juste pour moi, c'est comme si j'avais fait un genre de wow, un aha moment, là. Puis j'ai réalisé que je pouvais être différente, avoir mon style à moi, puis pouvoir me le permettre, tu sais. Et aujourd'hui, je pourrais, entre guillemets, magasiner neuf, là. Je trouve ça presque horrible de dire ça. Oui, parce que c'est neuf quasiment à la friperie aussi, tu sais. Ouais, peut-être que ça a été porté, mais c'est encore en super bon état et ça, même que c'est en meilleur état que ce que tu vas acheter neuf, entre guillemets. Ben, en tout cas, en termes de qualité, clairement, pour beaucoup de choses. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, je pourrais acheter du neuf, mais c'est pas ça que je voudrais, là. Mais je le fais pas parce que l'idée de magasiner en friperie, on en a parlé tantôt, pour toutes les raisons. Pour toutes les raisons, c'est la meilleure façon de magasiner. Puis, ça a eu un impact sur ma vision de la mode parce que j'ai toujours eu une vision très sociale de la mode, puis une vision très inclusive, puis l'importance que même pour les gens qui n'ont pas d'argent, puis qui ne peuvent pas se permettre, qui doivent trouver un moyen de se permettre. Parce que le vêtement a trop une importance dans l'estime de soi, dans la protection, genre juste le fait d'être au chaud pour qu'il y ait des gens qui puissent y avoir accès, puis d'autres non. Puis je sais qu'aujourd'hui encore, c'est ce qui fait que je vois les choses différemment, puis peut-être qui me démarque des autres. Puis honnêtement, j'en suis très fière. Ben c'est sûr, tu sais, d'avoir... Ben justement, être experte dans ce domaine, c'est que ça fait longtemps que tu es là, puis tu sais quoi regarder, tu sais justement où aller mettre ton énergie de « OK, ça va être la bonne qualité ici, une bonne laine, un 100% coton, peu importe. » Fait que je trouve ça super intéressant justement de... Puis tu sais, là, tu parles de ton projet de stylisme seconde main, tu sais, on va savoir que les clients vont savoir qu'ils sont en très bonnes mains. Puis je pense qu'il devrait en avoir un peu plus comme ça, de pas avoir peur d'aller en friperie puis d'essayer autre chose parce que des fois, c'est là où tu trouves les meilleures
petites trouvailles, les petites surprises. C'est clair. J'ai trouvé mon style parce que je magasine en friperie, ça, j'en suis certaine. Mais en tout cas, si jamais les auditeurs, vous voulez qu'on parle un peu plus de tout ce qui est l'implication sociale et le vêtement, n'hésitez pas à nous le mentionner. Puis on pourrait peut-être faire une petite partie 2 avec Lolita. On va passer à la dernière section de notre podcast. Donc, on va parler un peu plus justement de la mode au Québec, des inspirations. Donc, justement, toi, tu nous as parlé un peu de ton côté belge et péruvienne aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations dans la vie de tous les jours, justement, soit pour t'habiller ou pour donner des conseils aux gens autour de toi, pour écrire pour ton émission il y a quelques années? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces inspirations-là? C'est dur de pouvoir dire. Je pense que je suis inspirée, en fait, par la société, dans le sens parce que je vois autour de moi, par qu'est-ce qui me marque, par les reportages que j'écoute, par les articles que je lis, par qu'est-ce qui se passe dans le monde aussi. Je suis quand même très, très, très inspirée par les vêtements ailleurs, dans le sens... il y a une exposition en ce moment au Musée McCord sur l'Afrique et la mode. Puis c'est une mode que je pense qui fait pas assez partie de nos livres d'histoire à nous et qui est tellement riche, qui est extraordinaire. Puis ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. La mode en Asie, la mode en Amérique du Sud. La mode partout. J'aime beaucoup les traditions, les cultures. Puis, tantôt, on en parlait là, par rapport à tout simplement mon petit pull. Là. Mais c'est quelque chose quand même qui m'inspire dans la manière de m'habiller. Mais sinon, moi, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les tendances. Là. Je pense qu'une des choses qui m'énerve le plus, c'est de voir que les skinny jeans sont out, puis que les skinny jeans sont in, puis que, ça, là, j'ai vraiment de la misère parce que ça pousse les gens à consommer ou à jeter, l'un ou l'autre. Puis je trouve que c'est ridicule. Je pense que, avec le temps, on réalise, on apprend qu'est-ce qui nous va bien. Puis plus t'es jeune, puis moins, justement, t'as d'expérience, plus, évidemment, tu vas te faire happer par ça. Encore une fois, là, moi, je vais jamais... c'est vraiment important pour moi de pas critiquer les gens dans la manière qu'ils font les choses, surtout les plus jeunes. C'est comme, t'es exposé à des choses et t'essayes de suivre. Mais je pense qu'avec le temps, c'est ça, puis... Tout à l'heure, je pense que la première chose que j'ai dit, là, c'est que j'avais 45 ans. À 45 ans, je me sens vraiment... j'assume à 100% qui je suis, surtout par rapport à la mode. Et donc, je m'inspire de... C'est ça. Il y a quand même aussi des femmes qui m'inspirent là, dans leur style à elles. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Iris Apfel, qui est décédée aujourd'hui. C'était une dame... non, pas aujourd'hui. Okay. Non, mais aujourd'hui. Non, elle n'est pas décédée aujourd'hui même. Non, elle est décédée il y a 1 an à peu près. Okay. Mais c'est une femme qui est décédée à 101 ans. Elle avait des grosses lunettes, toujours plein de bijoux, des petits cheveux blancs. C'est sûr, tu l'as déjà vu. Si je te montrais sa photo, tu ferais comme « Ah oui ». Cette femme-là, elle a toujours été considérée comme une excentrique. Puis elle a toujours dit... elle a dit plein de choses là, très inspirantes au niveau de la mode, mais une des choses qu'elle disait, c'est qu'à partir du moment où tu t'habilles plus pour plaire à quelqu'un, c'est là où tu peux devenir qui tu es. Puis elle dit, moi, je m'en fous de qu'est-ce que... Je veux dire, à part son mari, puis elle dit, mon mari me soutient à 100% dans ma folie, mais le reste, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, j'ai toujours adoré son excentricité, son unicité, puis elle a toujours, tu sais, parler des trucs qu'elle trouvait dans des marchés à travers le monde, tu sais, qui valaient pas grand-chose, mais que pour elle, ça valait quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, dans le vedettariat d'aujourd'hui, je suis encore moins inspirée par ça, mais il y a quand même des gens pour moi qui se démarquent. Puis j'aime beaucoup Tracy Ellis Ross. C'est la fille de Diana Ross, en tout cas. Puis elle a 50 quelques années, je sais pas exactement. C'est une vraie femme avec des vraies courbes. Puis elle a un côté, elle est pas excentrique, mais elle a un côté quand même avant-gardiste. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup puis qui m'inspire. Mais sinon, comme je te disais, je pense que tu sais, j'ai assez vu de choses, assez lu de choses pour être inspirée jusqu'à la fin de ma vie, là. Puis ça dépend toujours, tu sais, le matin, on dirait que je me sens d'une certaine façon, puis je vais chercher j'ai quand même une grande garde-robe, là, parce que je tiens à mes vêtements, fait que j'y fais vraiment attention.
Puis j'ai de la difficulté. Tu sais, il y a bien des gens qui diraient que c'est pas bien, mais j'ai la difficulté à me défaire des choses. Ben, tu sais, des trucs qui me tiennent à cœur. Il y a beaucoup de choses que je donne au Chaînon. Tu sais, je fais parfois des ventes aussi avec des gens, tu sais, où on se rassemble puis on fait des ventes. J'ai déjà participé à des swaps. J'ai un projet qui s'en vient de faire du stylisme personnalisé de seconde main. Cool. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça où ces pièces-là vont être utiles, mais je vais jamais arrêter les gens d'encourager. Je vais jamais arrêter d'encourager les gens d'aller magasiner dans les friperies sociales. Puis, comme je le disais tantôt, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais chez les créateurs locaux, chez les artisans, le salon des métiers d'art, bon, quand ça va être diffusé, ça va être passé, mais c'est un salon qui est extraordinaire pour découvrir des artisans puis acheter des choses qui sont faites avec un savoir-faire qui parfois se perd avec le temps, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça au niveau des inspirations. Puis est-ce que tu aurais des petits conseils ou des choses à proposer à nos auditeurs, d'aller voir, d'aller lire, de s'impliquer, d'aller faire du bénévolat? C'est ça, on aimerait t'entendre et avoir tes conseils à ce propos. Ben, si quelqu'un a envie de faire du bénévolat, c'est sûr que je lui conseillerais à 100%. Là. C'est fou comment on réalise que c'est quelque chose qui nous manquait quand on le fait, parce qu'on a l'impression de faire vraiment œuvre utile. Puis il y a tellement, tu sais, je veux dire, ça peut être le Chaînon, mais ça peut être plein d'autres organismes. Là. Il y a plein d'organismes où il y a besoin d'aide. Là. Tu sais, en fait, ce que je trouve bien, c'est si tu peux trouver un organisme ou un bénévolat qui vient chercher tes intérêts. Parce qu'à ce moment-là, c'est même pas juste de donner ton temps. Parce que, bon, le bénévolat, c'est que tu donnes de ton temps. Tu vas pas nécessairement chercher quelque chose. Mais si tu choisis un bénévolat qui est relié à ce que tu fais, à ce que tu as envie de faire, tu sais, c'est une expérience qui a tellement de valeur, là, tu sais. Moi, en faisant mon bénévolat au Chaînon, j'ai appris plein de choses, là, qui me sont utiles dans mon travail, dans des conférences que je donne, dans des panels que j'anime. Donc, je pense que selon nos intérêts, on peut vraiment, tu sais, si on adore le hockey, je dis n'importe quoi, tu sais, il y a sûrement moyen de faire du bénévolat auprès des petits-enfants qui jouent au hockey, tu sais, le club Tim Hortons, je sais pas, je le sais pas, je connais pas assez ce monde-là, mais c'est sûr qu'il y a peut-être moyen de mettre en place dans une école où tu recueilles tous les équipements de hockey trop petits, puis après, ça peut bénéficier d'autres gens. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Des fois, c'est même pas du bénévolat dans les organismes, mais c'est d'avoir une initiative qui te permet de recueillir pour des organismes. Fait que c'est sûr, ça fait partie de mes conseils parce que je trouve que c'est vraiment beau d'ajouter ça. Sinon, par rapport, disons, au style et aux vêtements, je dirais, si on peut s'économiser le temps, ce fameux temps-là qui vient avec l'expérience où on est moins soucieux de ce que les autres pensent, puis tu sais, que le fait que je le dise est suffisant, je dirais que, tu sais, c'est ça, économisez ce temps-là, puis faites-le maintenant, là. Tu sais, la personne pour qui on devrait le plus s'habiller, c'est soi-même, puis, tu sais, essayer d'être un peu critique quand tu vois des trucs comme ça on porte plus ça cette saison puis tout ça, puis de se dire, tu sais quoi, moi ça me va super bien ça, puis j'ai envie de le garder. C'est ça, d'apprendre à s'assumer, je trouve que c'est vraiment important. Puis pour terminer, en termes de carrière, tu sais, je pense que, je le disais au début, là, que pour moi, la passion puis le travail va toujours te mener là où tu veux, où t'aimerais aller. Puis aussi le fait puis je disais ça versus qui tu connais. Ouais. Ceci étant dit, quand je te disais ça en voulant dire les gens que tu connais déjà parce que ta famille les connaît ou quoi que ce soit, mais d'apprendre à connaître ces gens-là, c'est important. Fait que de toutes les occasions qu'on a de réseauter, où toi, tu te déplaces puis tu vas rencontrer des gens. Tu sais, je veux dire, toi, tu l'as lancé, ton podcast, là. De prendre des initiatives comme celle-là où tu vas aller à la rencontre des gens, ben ça va juste te donner du plus pour arriver avec peut-être un CV qui va faire la différence parce que tu as fait ça en plus, tu sais. 100%. Donc, des fois, ça fait peur de se lancer puis d'aller à la rencontre de nouvelles personnes puis tu te dis, ils vont trouver ça bizarre que je vienne les voir, mais jamais, tu sais. Les gens aiment réseauter, justement, puis
ouvrir le cercle. Fait que ouais, c'est ça. On est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs autonomes, beaucoup de gens qui travaillent à la maison depuis la COVID, puis aussi avec toutes nos vies sur les réseaux sociaux, puis juste sur le web. On passe beaucoup de temps en virtuel. Donc, tu sais, de rencontrer du monde, d'être avec des gens, pour moi, je trouve que c'est devenu pas un luxe, mais tu sais, en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit être heureux d'avoir dans sa vie, là. Puis, pour ma dernière question, avant, on avait un petit section de si tu déménageais sur une île déserte, qu'est-ce que tu amènerais avec toi? Cette saison-ci, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Si tu avais un défi mode à donner aux auditeurs cette semaine, ça serait quoi? Un défi mode à appliquer pour la semaine? Ouais, soit laver ses vêtements à la main, aller en fripe, peu importe. Un défi mode qu'ils doivent appliquer pour la semaine. OK, ben je dirais, ça prend quand même un peu de temps, là, mais de faire un petit tri dans ta garde-robe parce qu'on a toujours trop de choses, là. Je suis sûre que je suis pas la seule à en avoir trop. Puis déjà voir, tu sais, je pense qu'on peut faire 3 piles. Les choses que tu veux absolument garder, les choses que tu sais que tu peux donner, qui est le temps de donner. Puis une 3e pile, les choses que tu peux réparer ou surcycler dans l'objectif de les porter. Je pense que ça, c'est un exercice qu'on devrait tous faire parce que ça nous désengorge. Puis comme je te dis, je suis la première fautive de ça, là, que j'ai beaucoup de choses. Puis je sais que ça m'aiderait de le faire de manière concrète aussi. Mais je pense que c'est ça, ça fait du bien. Puis pour ta pile là, à réparer puis à surcycler, qui est la pile la plus difficile, là, de regarder qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour justement faire ce travail-là. J'ai vu plein d'initiatives dernièrement là, où tu peux aller dans des endroits, il y a comme des repair nights, des choses comme ça, où tu emmènes tes choses, tu bois un verre, tu discutes avec des gens. Concertation Montréal, là, ces boutiques Magazine Ta Solution, il y en a eu 2 déjà à Montréal-Laval, puis ça va continuer, où il y a des petits ateliers de réparation, puis de comment garder ces choses, comment leur donner un petit tweak pour avoir envie de continuer à les porter. Fait que c'est ça que je vous donnerais comme défi, faire un petit tri, faire vos 3 piles, puis je suis sûre que vous allez être surpris de ce qui va se retrouver là. Donc, vous avez une semaine, tout le monde, pour même 2, parce que le prochain épisode est dans 2 semaines, donc amusez-vous à faire ça. Ben merci beaucoup, Lolita, de ton temps avec nous, puis j'espère que ça va inspirer les gens à suivre leur voie, puis à pas avoir peur de soit s'impliquer ou de juste apprendre à aimer ce qu'on porte, puis à pas se fier au regard des autres. Merci beaucoup de m'avoir invitée.